3 garçons identiques disparurent sous les larges branches de l'orme mourant. Un instant, ils riaient dans le jardin, l'instant d'après, la rue était silencieuse. Pas de traces de pneus, pas de clôture cassée, pas même une empreinte sur la terre meuble. La maison resta figée. Après cela, les voisins déménagèrent. Les fenêtres restèrent obscures pendant 30 ans. L'endroit gardait ses secrets, pas de réponse, pas de corps, juste un souvenir scellé derrière les murs. Jusqu'à hier soir, lorsque les lumières se sont allumées toutes seules et que quelqu'un a entendu des voix d'enfants dans le grenier ou des voix que personne n'avait entendues depuis 1982. Avant d'approfondir le mystère, abonnez-vous ou ajoutez cette histoire à vos favoris. Ne manquez pas ce qui vous attend dans la maison de la Cale dell'Olmo Secco. Le soleil du début juin déversait une lumière dorée sur les trottoirs fissurés de la Cale dell'Olmo Secco. La chaleur miroitait au-dessus du trottoir, déformant suffisamment les contours de la réalité pour que la rue semble à la fois oubliée et silencieuse. Le numéro 214 se trouvait tout au bout du cul-de-sac, ses fenêtres fermées et sa peinture écaillée lui donnant l'aspect fatigué d'une maison à laquelle on n'avait pas parlé depuis très longtemps. Benjamin Ramirez essuya la sueur de son front avec le bord de sa chemise et enfonça le pied de biche plus profondément dans le coin du mur du garage. Le contreplaqué était déformé par le temps et cassant au toucher. Mais derrière les plaques de plâtre, quelque chose clochait. Pourquoi y a-t-il un encadrement là où il ne devrait pas y en avoir, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour sa femme, qui triait des cartons dans l'allée. Laura Ramirez leva les yeux d'une vieille caisse d'outils de jardin poussiéreux. Quoi? Toute cette partie du garage? C'est bizarre, comme si quelqu'un avait délibérément isolé une partie et n'avait pas terminé la charpente. Elle s'approcha, les mains sur les hanches. Tu veux dire qu'on va trouver un trésor caché ou une famille de ratons laveurs? Benjamin sourit, bien que prudent. Espérons que ce ne soit pas la deuxième option. Avec un craquement satisfaisant, le pied de biche détacha un gros morceau de plaque de plâtre, révélant un espace creux derrière. De la poussière tourbillonnait dans le rayon de soleil qui entrait par la petite fenêtre du garage. Et puis ils aperçurent une caisse en bois coincée entre les montants et la vieille dalle de béton, scellée dans un espace d'AAC sans grave peine 1 mètre de profondeur. Le temps avait grisonné le bois et les charnières en fer d'un rouge profond et cassant. Le nom d'un enfant était griffonné dessus au marqueur indélébile délavé, Danny. Laura retint son souffle. C'est quoi ce bordel? Benjamin s'agenouilla, époussetant les toiles d'araignée. Ça ne me semble pas normal. La caisse n'était pas verrouillée, juste scellée avec de vieux clous depuis longtemps défoncés. D'un geste lent, Benjamin souleva le couvercle. À l'intérieur, la poussière s'accrochait comme de la cendre à des objets qui n'auraient pas dû se trouver là ni dans le coin barricadé d'un garage, ni abandonnés ainsi, ni oubliés. Un camion de pompiers miniature, sans ses roues, un enchevêtrement de yo-yos, une carte de bibliothèque scolaire plastifiée avec « Ivan Cortés » écrit d'une écriture majuscule, un cahier à spirale rouge et bleu rempli de lettres à l'envers et de bonhommes allumettes, et, au fond, un Polaroid délavé. Laura souleva la photo avec précaution, comme si elle allait se désintégrer. Oh mon Dieu! 3 garçons identiques souriaient à la caméra, vêtus de vestes rouges assorties, enlacées. Derrière eux, sans équivoque, se trouvait cette même maison, la balustrade de son porche était toujours tordue, le même revêtement, le même trottoir fissuré menant au perron. Elle retourna la photo. Pas de date. Pas de nom. Benjamin se leva lentement, effleurant son jean des mains. Des triplés, je crois. Ils échangèrent un long regard. Une froideur s'insinua entre eux malgré la chaleur extérieure. Laura sortit du garage, le Polaroid toujours à la main. Elle sortit son téléphone et chercha, triplé disparu Cale dell'Olmo Secco. Il n'a pas fallu longtemps, personne disparu, 1989 Daniel, Ivan et Miguel Cortés, 7 ans, vus pour la dernière fois rentrant de l'école à vélo dans la province de Robledo, au Texas. Il y avait des photos, et leurs visages. Benjamin apparut à côté d'elle, lisant par-dessus son épaule. Ils ont disparu de cette rue. Laura hocha lentement la tête. Je crois qu'il habitait juste en face. Ils se retournèrent ensemble,
contemplant la rue calme et bordée d'arbres. Une modeste maison en briques se dressait juste en face de leur allée, sa pelouse légèrement envahie par la végétation, sa véranda ombragée par un auvent grinçant. Le vent soufflait dans les arbres, soulevant des feuilles sèches sur le trottoir comme des souvenirs murmurés. La maison semblait immobile. Benjamin a rompu le silence le premier. Il faut signaler ça. Bien sûr. La voix de Laura avait changé, il y avait maintenant quelque chose de tendre, une douceur qui ressemblait à de la tristesse. Elle regarda à nouveau la photo, ces petits garçons souriants, inconscients, encore vivants dans cette seule seconde capturée. Quelqu'un les avait désespérément cachés. La police est arrivée en fin d'après-midi, 2 voitures de patrouille, un inspecteur en blazer mal ajusté. Ils ont pris des photos des objets, les ont emballés dans des sacs avec des gants en plastique et ont posé des questions d'un ton sec et procédurier. Cette affaire est aussi froide que l'Arctique, murmura un policier en fermant un sac en plastique contenant des preuves. Elle est classée depuis 1994, aucune piste depuis plus de 20 ans. L'inspectrice Camp était polie, efficace et totalement indifférente aux spéculations. Nous allons enregistrer les preuves, rouvrir le dossier et faire un suivi si quelque chose de nouveau apparaît, dit-elle en tendant une carte à Laura. Mais ne vous attendez pas à un miracle. Ces garçons ont disparu depuis 35 ans. Benjamin hocha respectueusement la tête, mais Laura resta en arrière. Elle fixait le mur, l'espace où la caisse était cachée derrière l'isolant et les montants. Qui l'avait mise là? Pourquoi ces choses? Pourquoi cette maison? Après le départ des policiers, Benjamin recommença à sceller le mur. Laura ne l'aida pas, elle resta plantée dans l'allée, le regard fixé sur la rue. La lumière du porche s'alluma sur la maison en briques de l'autre côté de la rue. Une silhouette était assise tranquillement dans un rocking chair, elle ne l'avait pas remarqué auparavant. Ce soir-là, alors que le crépuscule se fondait dans un orange doux sur les toits, Laura consulta à nouveau l'article sur les personnes disparues. Elle en lut chaque mot, chaque paragraphe. Elle apprit leurs noms, Daniel, Ivan et Miguel Cortés, 7 ans, vus pour la dernière fois près de l'angle de la cale d'El Olmo Seco et de Willow Lane à 16h12. Un voisin raconta qu'il faisait du vélo en riant, un autre affirma qu'il n'était jamais rentré de l'école. L'affaire fut qualifiée de « disparition non suspecte », puis requalifiée en « suspicion d'enlèvement ». Leur mère avait été citée dans un journal de 1990. Elle était toujours en ville. Elle n'avait jamais déménagé. « Je veux juste que quelqu'un se souvienne de leur visage, dit-elle. Ils n'ont pas simplement disparu, quelqu'un les a fait disparaître. » Laura ferma son ordinateur portable. La photo était posée à côté d'elle sur la table de nuit. On y voyait le garçon du milieu, Ivan, avec une dent de devant ouverte, Miguel avait un jean taché d'herbe, Danny, au milieu, tenait un bâton recourbé comme une épée. Il semblait vivant et maintenant, c'étaient des fantômes dans son garage. Le lendemain matin, Laura traversa la rue. La femme qui lui ouvrit était plus âgée que sur les photos, bien sûr ses cheveux étaient devenus blancs aux tempes mais son regard était le même, vif, observateur, doux comme seul un chagrin d'amour profond peut le refouler. Oui, dit-elle en regardant à travers la porte moustiquaire. Elena Cortés, demanda Laura. La femme hésita, puis hocha la tête. Je m'appelle Laura Ramirez. Mon mari et moi venons d'acheter la maison d'en face, continua Laura d'une voix tremblante. On faisait des rénovations et on a trouvé quelque chose, des trucs. Une caisse derrière le mur du garage. Elena ne parlait pas. Il y avait des objets pour enfants à l'intérieur, a déclaré Laura, et une photo de 3 garçons. Elena ouvrit alors la porte moustiquaire. Tu devrais entrer, dit-elle doucement. Le salon était sombre mais propre. Un ventilateur tournait lentement au-dessus de sa tête. Le papier peint à fleurs se décollait légèrement dans un coin. Sur la cheminée se trouvaient 3 cadres argentés identiques, un pour chaque fils. Chacun présentait le même portrait d'écolier, un visage rond, des yeux sombres, des sourires carnassiers identiques. Le temps n'avait pas été tendre avec les tirages. Les couleurs avaient pâli, mais pas les visages. Elena s'assit en face de Laura,
les mains jointes sur ses genoux. « Puis-je le voir ?» demanda-t-elle. Laura fouilla dans son sac et en sortit le Polaroid. Elena le prit d'une main ferme. Son visage resta immobile, juste un long silence qui sembla s'étendre sur toute la pièce. Ses yeux scrutèrent la photo encore et encore, comme si les garçons allaient dire quelque chose de nouveau si elle les fixait suffisamment longtemps. « C'était la veille » murmura-t-elle. « C'est Miguel devant, il se tenait toujours comme ça et Daniel ?» Sa voix tremblait, mais elle continua. « C'est lui qui a choisi ses vestes. Il disait que le rouge était leur couleur de super-héros. » Elle passa son pouce sur le bord de la photo comme si elle pouvait la réchauffer sous son toucher. « J'avais exactement cette photo, dit-elle. Je la croyais perdue. C'était derrière un mur, dit doucement Laura. Dans une caisse avec certaines de leurs affaires. Elena leva les yeux. Dans cette maison? Laura hocha la tête. Elena ferma les yeux. Pendant des années, je passais devant cette maison, essayant de me rappeler qui y vivait. Je n'ai jamais pensé à y jeter un œil après la mort de Bernardo Hale. Bernardo Hale, répéta Laura. C'était l'homme qui vivait là à l'époque, plus âgé. Le gentleman est resté seul et a presque perdu sa femme avant notre arrivée. Laura sentit son pouce accélérer. A-t-il déjà fait l'objet d'une enquête? Non, répondit doucement Elena. Il avait un alibi et il était respecté. Elle fixa de nouveau la photo. Mais je me suis toujours demandé. Il avait ce chien, Brutus. Mes fils l'adoraient. Parfois, je les voyais le caresser sur le trottoir, même si je leur avais conseillé de ne pas parler aux inconnus. Elle leva brusquement les yeux, avec une clarté sereine qui fit frissonner Laura. Madame Ramirez, ce mur a été scellé volontairement. Ces objets n'ont pas été oubliés. Ils ont été cachés. Elena Cortés ne dormit pas cette nuit-là. Elle avait laissé la photo sur sa table de chevet, face vers le haut, le regard fixé au plafond. Sa main s'y dirigeait sans cesse dans l'obscurité, ses doigts effleurant ses bords comme une braise qu'elle pouvait rallumer d'un simple toucher. Les sourires des garçons la hantaient comme ils ne l'avaient pas fait depuis des années, non pas parce qu'ils avaient disparu, mais parce que, pour la première fois depuis 30 ans, elle n'était plus aussi certaine qu'il l'était. À 3h17 du matin, elle sortit pieds nus dans le jardin derrière sa maison. Elle avait arrêté de planter des années auparavant, les rosiers n'ayant pas fleuri le jour de ce qui aurait dû être le 10e anniversaire des garçons. Il ne restait plus que des mauvaises herbes et des restes de lys tenaces qui refusaient de mourir, même si elle les ignorait. Elle s'agenouilla dans la terre et posa la photo à côté d'elle. « Je l'ai dit à tout le monde » murmura-t-elle. Il n'était pas simplement perdu. Le vent faisait bruisser la clôture. Un chien aboyait faiblement au loin. Elena se leva et, pour la première fois depuis 15 ans, commença à arracher les mauvaises herbes. En milieu de matinée, Laura et Benjamin retournèrent au 214, encore bouleversés par ce qu'ils avaient découvert. La maison semblait différente, plus lourde. Chaque craquement du plancher, chaque grincement des tuyaux semblaient des murmures laissés par des personnes qu'ils n'étaient pas censés oublier. Ils étaient assis dans la salle à manger, avec des tasses à café qu'aucun d'eux n'avait touchées. « Nous devons l'aider, » dit doucement Laura. Benjamin expira. « Je ne sais pas comment. On a tout donné à la police. Que pouvons-nous faire d'autre? On ne peut pas faire comme si on n'avait rien trouvé, » dit-elle en désignant le garage du regard. « Tu as vu son visage. Cette photo a été prise ici. Il y a quelque chose dans cette maison que personne n'a jamais regardé assez attentivement. » Benjamin se frotta la mâchoire. On pourrait chercher Bernardo Hinojosa, découvrir qui il était, ce qui lui est arrivé. Je l'ai déjà fait, dit Laura. Elle retourna son ordinateur portable. Décédé en 2002, d'un AVC. Pas d'enfant. Il n'y a pas grand-chose sur lui, mais j'ai trouvé son testament. Benjamin haussa un sourcil. Son testament? Elle hocha la tête. Déposé au tribunal de la province de Robledo. C'est un document public. Il a légué la maison à une nièce,
une certaine Marie Laclan. Elle l'a vendue 5 ans plus tard à une société de location, qui l'a laissée vacante jusqu'à ce que nous la rachetions. Alors Marie Laclan c'est peut-être quelque chose. Elle n'est plus au Texas, dit Laura. Elle a déménagé dans le Maine en 2008. Mais je vais l'appeler. Benjamin la regarda. On est sûr que c'est nous qui devrions faire ça? C'est le boulot de la police, non? Ils ont eu ce travail il y a 35 ans, et ils n'ont rien trouvé, dit Laura, plus sèchement qu'elle ne le souhaitait. Si c'était nos enfants. Benjamin leva la main. Ok, tu as raison. Dehors, les nuages commençaient à s'amonceler sur la rue, obscurcissant le soleil matinal d'un gris uniforme. Elena retourna chez les Ramirez cet après-midi-là, les doigts tachés de terre, la photo toujours serrée dans une main. Elle frappa une fois et attendit. Son sang-froid était revenu au calme, vigilant, presque majestueux dans sa retenue, mais Laura remarqua avec quelle force elle serrait la photo. « Entrez », dit Laura en s'écartant. Le regard d'Elena parcourut la maison en entrant, les murs, l'éclairage, le couloir. C'était une mémoire musculaire qui guettait les détails qu'elle avait si longtemps imaginés comme différents. « Tu as trouvé quelque chose ?» demanda doucement Elena. « Juste la boîte », dit Laura. Quelques jouets, des papiers d'école, et la pièce elle-même était scellée. Benjamin hocha la tête. Des planches de 2 par 4 et des plaques de plâtre étaient posées. Rien d'extraordinaire, mais c'était délibéré. Elena regarda à nouveau autour d'elle. « Avait-il un chien ?» demanda-t-elle. Benjamin cligna des yeux. « Quoi, Bernardo Hinojosa? As-tu trouvé des traces de chien, des traces de morsures, des griffures, des gamelles, quoi que ce soit? » Non, dit Laura en fronçant les sourcils. Pourquoi? Elena se tourna vers la fenêtre et écarta légèrement le rideau, regardant le jardin. Mes garçons adoraient son chien, murmura-t-elle. Un gros retriever. Il le caressait en rentrant de l'école, lui parlait à travers la clôture. Je les mettais en garde contre les étrangers, mais un chien comme ça fait baisser la garde. Tu penses que le chien a été utilisé pour les attirer? Demanda Laura. Elena ne répondit pas tout de suite, puis hocha la tête. Je crois que tout a commencé avec le chien, puis avec la gentillesse, puis avec la confiance. Ce soir-là, Laura appela le bureau d'enregistrement de la province de Robledo et demanda une copie des plans de la propriété de Bernardo Hinojosa. Elle fut surprise d'entendre le greffier lui dire « C'est drôle, vous n'êtes pas la première à me les demander. Quelqu'un est passé l'année dernière. Tu te souviens de qui? Pas de nom, juste un type qui voulait les plans du garage pour un projet de restauration. Il a payé comptant pour les impressions. » Laura griffonna un mot. Existe-t-il des traces des personnes qui s'occupaient de Hay avant sa mort? Probablement dans son dossier médical. Je devrais vérifier s'il est accessible au public. Laura a raccroché avec plus de questions que de réponses. Plus tard dans la nuit, alors que la maison était silencieuse et que Benjamin dormait, elle s'assit par terre dans le salon, une lampe de poche à la main, et examina chaque centimètre carré du mur restant du garage. À la plainte, derrière les étagères, elle découvrit une petite trace ou une éraflure, gris pâle sur le bois, presque effacée par le temps. Elle se pencha. Ce n'était pas une éraflure. C'était un nom gravé avec un clou ou un objet pointu, Ivan. Tôt le lendemain matin, Elena se tenait dans sa cuisine, préparant du thé dans une tasse ébréchée. Le jardin était derrière elle, la terre fraîchement retournée. Pour la première fois depuis des décennies, elle n'avait encore rien planté, mais elle avait bien l'intention de le faire. On frappa doucement à sa porte. Elle ouvrit et trouva l'inspectrice Sarah Nolan debout, son blazer froissé par l'humidité matinale, le regard prudent mais bienveillant. « Madame Cortés, dit-elle. J'aimerais parler. » Elena tint la porte ouverte. Ils s'assirent à la table de la cuisine, une tasse de thé pour l'un, 2 silences pour l'autre. « J'ai vu les photos, » a déclaré Nolan, et les preuves de la maison des Ramirez, les affaires des garçons, le Polaroid, et maintenant les nouvelles marques trouvées sur le mur. Elena haussa les sourcils. « Alors,
tu me crois maintenant? Nolan soupira. Je crois qu'il s'est passé quelque chose dans cette maison. Quoi exactement, je ne le sais pas encore. Elena croisa les mains. Bernardo Hinojosa, ce n'était pas qu'un vieil homme en deuil. Il y a plus. Nous avons rouvert l'affaire, a déclaré Nolan. Officieusement. Les affaires non résolues ne suscitent pas toujours beaucoup d'attention, mais il y a suffisamment d'éléments pour justifier un mandat de perquisition. Je l'ai déjà cherché, dit Elena doucement. Pendant des années, dans ma tête, encore et encore. Nolan baissa les yeux sur ses notes. Vous avez dit que les garçons avaient été vus pour la dernière fois sur leur vélo. Ont-ils été retrouvés? Le regard d'Elena se durcit. Non. Les vélos ont disparu avec eux. Nolan hocha lentement la tête. Alors je veux creuser sous le garage, sous les fondations si nécessaire. Elena cligna des yeux. Pourquoi? Parce qu'en 2001, a expliqué Nolan, une disparition similaire s'est produite 2 villes plus loin, un autre vieil homme, un autre enfant jamais retrouvé. Cet homme est également mort d'un AVC, et devinez ce qu'on a trouvé dans son garage l'année dernière? Elena se pencha en avant. Une paire de chaussures pour enfants? Enterrées dans le béton sous le chauffe-eau. Le lendemain, les permis de construire furent accordés en urgence. Nolan fit appel à une unité d'expertise médico-légale sous couvert d'une inspection structurelle. Le couple Ramirez accepta les fouilles. Une dalle de béton fut retirée près du coin arrière du garage. Ils ne trouvèrent rien au début, puis, juste sous la terre, enfouie sous du film plastique et du vieux tissu, ils découvrirent une boîte à lunch froissée en métal rouge, rouillée à l'intérieur, une paire de chaussettes, un autocollant Pokémon et un mot plié sur lequel était écrit « S'il vous plaît, ne dites pas à maman que j'ai pris les friandises pour chien. » Ivan. Elena était assise sur les marches de la maison, tenant sa boîte à lunch à 2 mains comme si elle était vivante. Le soleil se couchait derrière elle, dégoulinant d'or à travers les arbres de la cale del Olmo Seco. Pour la première fois depuis 35 ans, la rue semblait sur le point de respirer à nouveau. Elena se tenait au bord du garage Ramirez, la terre encore déchirée là où l'équipe médico-légale s'était arrêtée, les fondations fissurées et incomplètes. Dans ses mains gantées, elle tenait à nouveau la boîte à lunch plus légère que dans ses souvenirs, comme si le souvenir y avait ajouté du poids. Elle avait été rouge autrefois au rouge camion de pompiers, la préférée de Daniel. Elle se souvenait des Ivan qui avaient supplié pour la même au magasin, juste pour pouvoir la faire correspondre. Mais celle-ci, elle en était sûre, avait appartenu à Miguel. Il était toujours le discret, celui qui ne se battait pas pour être vu mais qui laissait des mots partout. Elle la tourna lentement entre ses mains. Elle sentait la rouille, la poussière et les vieilles pommes. « Veux-tu t'asseoir » demanda doucement Laura. Elena secoua la tête. « Si je reste assise, je risque de m'effondrer. » Plus tard dans l'après-midi, l'inspecteur Nolan revint avec 2 petits sacs de preuves, l'un avec l'autocollant Pokémon décoloré, l'autre avec le mot plié. Elena le fixa à travers le plastique. « S'il te plaît, ne dis pas à maman que j'ai pris les friandises pour chien. Ivan. » C'était écrit au crayon rouge, les lettres étaient irrégulières, penchées. Ivan avait toujours écrit à la va-vite, toujours griffonné. « C'est réel » dit Elena d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « C'est à lui. » Nolan lui accorda 1 minute avant de prendre la parole. « Nous allons déployer un géoradar pour scanner tout le jardin, sous la maison et les alentours. » Elena hocha la tête. « Tu penses qu'ils sont enterrés? » « Je pense que quelqu'un a caché quelque chose. » Nolan a déclaré, « Quand les gens cachent des choses, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'elles soient découvertes. » Le lendemain, Elena sortit de son grenier une petite boîte. Elle était banalisée, coincée entre 2 cartons de décoration de Noël et de vieux relevés d'impôts. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de photos, soigneusement classées par année, la vie des garçons immortalisés sur pellicule, anniversaire, balade à vélo, premier jour d'école. 3 visages presque identiques, pourtant toujours différents pour elle. Elle les disposa un à un sur la table de la cuisine. Daniel,
Toujours celui qui souriait un peu trop largement, les cheveux relevés quoi qu'elle fasse. Ivan, le plus grand d'un tout petit peu, toujours les genoux couverts de terre prompt à discuter, plus prompt encore à prendre dans ses bras. Miguel, calme. Doux, le penseur. Ce qu'il aimait, c'était lire des bandes dessinées à l'envers. Elle fixait la dernière photo prise 2 semaines avant leur disparition, tous les trois debout dans l'allée, casque sur la tête, moto prête, sourire aussi large que le Texas. Une rafale de vent agita le bord de la photo. Ses yeux se plissèrent. Au loin, à peine visible derrière les arbres, se trouvait l'angle de la maison de Bernardo Hinojosa. À côté, sans équivoque, la haute silhouette de Brutus, le Golden Retriever. Et juste derrière lui, à moitié dissimulé par le poteau du Porsche, la silhouette d'un homme mince, en chemise pâle, parfaitement immobile. Elena prit la photo, le cœur battant. Elle ne l'avait jamais remarqué auparavant. Pendant ce temps, Laura était au téléphone avec le greffe de la Provincia de Robledo. Oui, je suis toujours en train de retrouver les dossiers des proches de Bernardo Hinojosa, soignants, aides-soignants, etc. Elle marqua une pause tandis que la femme à l'autre bout du fil tapait. Il y a une entrée, dit l'employé, un homme nommé Raúl Moreno, enregistré comme aide-soignant à temps partiel dans les 6 derniers mois précédant l'AVC de Haye. Pas de licence officielle au dossier, ce qui est étrange. Le stylo de Laura se figea. Avez-vous une adresse? Juste une boîte postale. Elle est obsolète. Laura l'a griffonnée. Autre chose d'inhabituel, a-t-elle demandé. Eh bien, je ne sais pas si c'est important, mais le certificat de décès de monsieur a y présenté une incohérence. Il a été déclaré décédé à son domicile par un voisin, mais le coroner a noté des signes d'une chute antérieure, probablement survenue quelques jours avant l'AVC. Est-ce que cela a fait l'objet d'une enquête? De nombreuses causes ont été évoquées. Aucune autopsie n'a été pratiquée. Laura la remercia et raccrocha. Raúl Moreno, murmura-t-elle pour elle-même, le nom sonnait creux. Ce soir-là, Laura traversa à nouveau la rue. Elena ouvrit la porte, tenant la photo avec la silhouette floue en arrière-plan. Je crois que c'est lui, dit-elle sans préambule. Bernardo et Brutus, et peut-être quelqu'un d'autre. Laura regarda attentivement. Ce sont tes gars à vélo? Elena hocha la tête. Le matin de leur disparition. Laura hésita. J'ai trouvé un nom, Raúl Moreno. Il était l'assistant de Bernardo le mois précédant sa mort. Les yeux d'Elena se posèrent sur elle, sombres et écarquillés. A-t-il fait l'objet d'une enquête? Personne ne l'a mentionné dans le rapport original. Elles s'assirent à la table d'Elena. Laura étala les documents qu'elle avait rassemblés. Elena étala les photos. Pièce par pièce, elles construisirent quelque chose, une forme, un motif, peut-être même une vérité. Le lendemain matin, l'équipe du GPR arriva sur la propriété des Ramirez. De longs et fins engins balayaient la cour, le garage et les dalles de béton près des fondations. Benjamin observait depuis le perron, les bras croisés, la tension se lisant dans la façon dont il rebondissait silencieusement une jambe contre la rambarde. L'inspecteur Nolan se tenait près de l'entrée du garage, examinant les scans pendant le chargement. L'un des techniciens marqua une pause. Madame. Nolan s'avança. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un vide sous l'angle arrière des fondations, d'environ 1,50 m sur 90 cm, de forme anormale. Il ne correspond à aucun plan de plomberie ni aux caractéristiques de construction connues, il est profond de 1,20 m. Il pourrait s'agir d'un vide sanitaire, ou d'une fosse étanche. Nolan serra les dents. Marque-le, dit-elle. Et va chercher la pelleteuse. Elena attendait sur le trottoir, les mains jointes, ses gants de jardinage oubliés dans ses poches. Creuser dura des heures. Laura la rejoignit, les bras croisés, les yeux fixés sur le chantier. À 16h17, le conducteur de la pelleteuse coupa le moteur. L'équipe commença à creuser à la main. Les minutes passèrent, puis un appel retentit, j'ai trouvé quelque chose. Tout le monde se précipita.
Un paquet emballé sous plastique. Un autre 3 au total. Mais lorsque les sacs furent ouverts avec précaution et respect, ils ne contenaient pas de corps. Ils contenaient des vélos, 3 petits vélos d'enfants rouillés, encore intacts, encore peints de couleurs vives délavées par le temps. Chacun portait une étiquette plastifiée attachée au guidon. Daniel, Ivan, Miguel. Elena se couvrit la bouche des 2 mains, ses genoux fléchirent et Laura la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Ils étaient là, murmura Elena, ils étaient là. L'inspectrice Nolan s'agenouilla près des vélos et examina les étiquettes. Ils ont enterré les vélos, murmura-t-elle, mais pas les garçons. Ce soir-là, Elena était assise sur sa véranda, la photo de ses fils serrée dans une main, la boîte à lunch rouge à côté d'elle. J'ai toujours dit, murmura-t-elle, qu'ils ne disparaissaient pas comme ça. De l'autre côté de la rue, la lumière du garage vacilla une fois, puis s'éteignit. Elle ne bougea pas. Le vent agitait les feuilles de son jardin envahi par les mauvaises herbes, et pour la première fois depuis des années, ce ne fut pas un silence, mais une respiration, une maison qui expire, comme quelque chose d'enfoui depuis longtemps qui commençait à se lever. Tout avait commencé avec Brutus. Elena n'avait pas prononcé le nom du chien depuis des années ou depuis qu'un souvenir vague avait refait surface lors d'une nuit blanche, un éclair de rire des garçons, tous 3 blottis autour du Golden Retriever comme si un pacte secret se concluait dans la fourrure et la bave. Daniel avait insisté sur le fait que le chien le préférait, mais c'était Miguel qui portait des friandises pour chien dans ses poches les bonnes, en forme de bacon. Ils avaient aimé ce chien plus que tout sur le chemin du retour de l'école au plus peut-être qu'ils ne craignaient ce que leur mère leur avait dit, ne jamais suivre les étrangers, même s'ils ont un chien. La découverte des vélos fit la une des journaux le lendemain matin, une avancée décisive dans l'affaire de la disparition de 3 vélos en 1989, retrouvés enterrés dans un garage de banlieue. Elena ne prit pas la peine de lire l'article, la photo en disait long, un cliché flou des vélos rouillés posés sur une bâche, leurs étiquettes en plastique pendantes, décolorées par le temps mais reconnaissables. Même les couleurs des vélos avaient survécu, bleu, rouge et jaune. Daniel, Ivan et Miguel. Benjamin et Laura ont essayé de rester à l'écart des projecteurs. Les journalistes ont appelé chez eux, frappé à leur porte, ont même surveillé l'allée dans l'espoir d'obtenir une citation, mais Laura n'a jamais dit qu'une chose, nous voulons juste des réponses pour Elena. L'inspecteur Nolan passa en début d'après-midi. Elle se gara en bas de la rue et se dirigea vers le porche d'Elena, un carnet dans une main et une photo dans l'autre. J'ai trouvé ça dans les affaires personnelles de Bernardo Hinojosa au dépôt du comté, dit-elle en le lui tendant. Prise environ 1 an avant la disparition de vos fils. C'est Brutus, n'est-ce pas? Elena baissa les yeux. Le chien fixait la photo, la langue pendante, les yeux écarquillés et confiants. Il s'assit docilement à côté de Haï, qui tenait la laisse d'une main et un sac de course en plastique de l'autre. C'est lui, confirma doucement Elena. Les mêmes taches sur les oreilles. D'après les dossiers vétérinaires, poursuivit Nolan, Brutus a été euthanasié le mois même où vos fils ont disparu. Les papiers indiquaient qu'il était agressif. Elena fronça les sourcils. Agressif? Il n'a jamais mordu personne, n'est-ce pas? Non, répondit Elena. Jamais. C'est bien ce que je pensais, murmura Nolan. Je crois que le chien a vu quelque chose ou a réagi à quelque chose, et quelqu'un voulait le faire taire. Elena resserra son étreinte sur la photo. Ils n'ont pas réduit mes garçons au silence, cependant, pas complètement. Ce soir-là, Laura se retrouva à parcourir les archives du journal, à la recherche de ce qui lui aurait échappé, un nom, un fil conducteur, une explication. Elle y trouva une nécrologie de 1990 pour Junaï, l'épouse de Bernardo Hinojosa, et une note étrange enfouie dans la colonne, elle était précédée dans la mort par son fils, Matthew, âgé de 3 ans. Laura se redressa. Haï avait un fils. L'article n'était pas plus détaillé ni la date du décès de l'enfant, ni la cause au juste une ligne, comme si personne ne voulait en parler. Elle a approfondi ses recherches, fouillant dans les registres des naissances et des décès du comté. Matthew Haï né en 1957, décédé en 1960, mort par noyade accidentelle.
Pas d'autres informations. Mais c'était l'année où Ai avait arrêté d'enseigner. Laura a noté le nom et l'a entouré. Elena retourna chez les Ramirez le lendemain matin. Laura l'accueillit à la porte, le café au visage, le regard las. « J'ai trouvé quelque chose, dit-elle. » Elles s'assirent à nouveau à la table à manger, la même où elle s'était échangé le Polaroid. Cette fois, Laura lui tendit un exemplaire imprimé de la nécrologie. Elena le lut 2 fois. « Pourquoi garderait-il ce secret ?» demanda-t-elle. « Pourquoi ne pas parler de son fils ?» demanda Laura. « Peut-être a-t-il perdu plus qu'un enfant ce jour-là. » Elena passa son doigt sur le nom de Matthew. « Ou peut-être qu'il voulait une autre chance ?» murmura-t-elle. Laura la regarda fixement. « Tu crois que c'est pour ça qu'il les a prises ?» Le regard d'Elena était fixe. 3 garçons, tous du même âge. Son fils aurait été au même endroit. Il ne voulait pas seulement un enfant, il voulait un remplaçant. Laura déglutit. Alors, que leur est-il arrivé? Elena secoua la tête. Je ne sais pas. Mais je ne pense pas qu'il ait agi seul. L'enquête de l'inspectrice Nolan progressait. Elle retrouva les dossiers de l'hospice pour la dernière année de Ayora, mais suffisants pour confirmer les découvertes de Laura. Raúl Moreno avait été aide-soignant auprès de plusieurs patients âgés du quartier, mais n'avait jamais déposé de demande de licence, et personne ne semblait savoir d'où il venait. Nolan eut un coup de pouce lorsqu'une banque signala un coffre-fort inutilisé enregistré au nom de Moreno consulté une fois en 2003, puis plus jamais. Le coffre se trouvait à Los Angeles. Nolan obtint un mandat. À l'intérieur de la boîte se trouvait un permis de conduire au nom d'Harold Moss, plusieurs passeports, tous expirés sous des noms différents, une seule photo, 3 garçons assis sur un banc en bois, dos à l'objectif, mais la forme de leur tête, la courbe de leurs épaules, c'était bien eux. La photo était datée du 18 juillet 1990, 10 mois après leur disparition. Elena fixa longuement la photo. « Je le savais, dit-elle. » Benjamin s'appuya contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés, fixant la photo par-dessus son épaule. Ils étaient vivants. Nolan hocha la tête. Au moins pour un temps. Laura parla doucement, mais où ont-ils été emmenés? Nous avons retrouvé le filigrane de la photo, a expliqué Nolan. Elle a été imprimée dans un laboratoire d'une petite ville d'Arizona, en faillite depuis des décennies. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est une piste. La voix d'Elena devint soudain ferme. Alors j'y vais. Nolan hésita. Ce n'est pas sûr. Je m'en fiche, coupa Elena. Si quelqu'un sait ce qui est arrivé à mes fils, je ne reste pas assise ici pendant que vous posez des questions. J'ai assez dormi. Il y eut un silence, puis Nolan hocha la tête. Je t'emmène. Benjamin regarda Laura. Et nous? Laura croisa le regard d'Elena. On y va aussi. Ce soir-là, Elena rentra seule chez elle. Debout dans sa chambre, elle ouvrit le tiroir où elle rangeait les dernières cartes d'anniversaire des garçons, du papier cartonné plié, couvert de cœurs au feutre, de fusées et d'écritures de travers. Elle les parcourut délicatement de la main, puis tendit la main derrière le tiroir et en sortit quelque chose que personne d'autre ne savait qu'elle gardait, une mèche de cheveux 3, en fait, une de chacun de ses fils scotchée dans une enveloppe portant seulement la date du 12 mars 1989. Elle les avait coupés après une nuit de bain particulièrement chaotique. Les garçons avaient tellement ri que Miguel avait du savon dans l'oreille et s'était mis à pleurer, jusqu'à ce que Daniel pète dans la baignoire, provoquant à nouveau le rire de tout le monde. Elena sourit à ce souvenir, puis prépara l'enveloppe. S'il trouvait quelque chose en Arizona, elle voulait que l'ADN soit prêt. De retour au numéro 214, Laura retourna une dernière fois dans le garage avant de se coucher. Elle alluma la lumière. La partie rapiécée du mur ne semblait plus différente du reste, mais elle sentait encore où se trouvait autrefois le secret, les vélos, la boîte à lunch, le nom d'Ivan gravé dans le bois. Elle s'approcha et posa la main sur le mur. Il y avait quelque chose sous la peinture qu'elle n'avait pas remarqué auparavant, une silhouette floue, comme un crayon délavé.
Elle recula et prit une lampe de poche, orientée vers la bonne lumière. La forme apparut un dessin grossier, un bonhomme allumette, puis 3 autres, un chien à côté, et une grande silhouette derrière, avec écrit en lettres tremblantes « On n'est pas censé y aller ». Le trajet jusqu'en Arizona fut long et plutôt silencieux. Elena était assise à l'arrière, l'enveloppe contenant les échantillons de cheveux des garçons glissés dans son sac à main, serré comme une bouée de sauvetage. L'inspecteur Nolan conduisait, le regard fixe, scrutant la route comme si elle ne lui faisait pas confiance. Laura était assise à côté, son carnet sur les genoux rempli de questions. Elle parlait peu, seulement quand c'était nécessaire, réservation d'hôtel, station-service, heure du coucher du soleil. Mais le silence n'était pas inconfortable, il était d'attente, comme un souffle qui n'était pas encore relâché. C'était la fin de l'après-midi lorsqu'ils arrivèrent à Penazola, une ville délabrée près de la frontière avec l'Arizona. De vieilles enseignes s'accrochaient à des poteaux blanchis par le soleil, des pick-up bordaient les rues devant des restaurants fermés ou le genre d'endroit où il n'y avait qu'une seule station-service et 2 églises en face l'une de l'autre. Nolan s'arrêta devant un bâtiment à la peinture défraîchie et aux panneaux en bois craquelé, Tanees Photo Lab fermé. « C'est ça, dit-elle. » Elena ouvrit lentement sa porte, comme si le sol pouvait se dérober sous ses pieds. L'intérieur du magasin était poussiéreux, intact depuis des années. Un panneau, à louer, était accroché de travers à la vitrine. Nolan avait convenu d'un accès avec le propriétaire, qui les y avait accueillis, un homme d'un certain âge, en bottes de travail et casquette de camionneur, qui semblait ne pas s'être rasé depuis la fermeture du labo photo. « J'avais l'habitude de venir ici avec ma fille pour les photos de classe, a-t-il dit. Tané était un garçon discret, gentil mais étrange. Vous vous souvenez qu'il avait des clients qui payaient en espèces, demanda Nolan. L'homme hocha la tête. Presque tous. C'était avant les lecteurs de cartes et les applications carrées. Vous souvenez-vous que quelqu'un ait imprimé des photos d'enfants vers 1990, a insisté Nolan. Il réfléchit un instant. Je ne saurais le dire, mais il y avait un type qui est venu plusieurs fois en 2 ans, toujours seul, toujours avec le même vieil appareil photo, un de ces gros modèles noirs. Tu te souviens à quoi il ressemblait, demanda Nolan. Mince, blanc, grand, barbu certains jours rasé de près, d'autres. Des yeux comme s'il n'avait pas dormi. Raúl Moreno? Nolan lui montra une copie de la photo d'identité trouvée dans le coffre-fort. L'homme fronça les sourcils. Ce nom sonne bien. Oui, c'est lui. Il ne parlait pas beaucoup, mais il avait toujours des photos d'enfants. Il disait qu'il travaillait dans un camp. Quel genre de camp, demanda Nolan. Il n'a rien dit, juste qu'il les empêchait de traîner dans les rues. De retour au motel ce soir-là, Nolan a étalé les preuves sur le lit, la photo du garçon, les fausses cartes d'identité, l'enveloppe contenant les échantillons d'ADN. J'ai contacté une unité de police scientifique à proximité, a déclaré Elena. Nous soumettons la photo pour analyse chronologique. En attendant, il y a une autre piste, une propriété enregistrée au nom d'un des pseudonymes de Moreno, Harold Moss, juste à l'extérieur de la ville. Quel genre de propriété, demanda Laura. Une caravane rurale, pas de service public enregistré, mais quelqu'un paie la taxe foncière chaque année en espèces. Elena leva brusquement les yeux. On y va. La caravane était garée au bout d'un chemin de terre, entouré de broussailles et de clôtures rouillées. Une boîte aux lettres était penchée près du portail, le nom griffonné au marqueur noir. L'endroit était calme, pas abandonné, mais en attente. Nolan sortit le premier, la main sur son badge. Laura le suivit, une lampe torche à la main. Elena resta près d'elle, scrutant chaque détail, les traces de pneus, les empreintes dans la poussière, le rideau flottant à la fenêtre. Ils frappèrent. Pas de réponse. Nolan essaya d'ouvrir la porte, elle n'était pas verrouillée. À l'intérieur, l'air était vicié. La poussière recouvrait tout, un lit simple au drap fin, une table, une bouilloire et une boîte à chaussures sur le comptoir, étiquetée « Printemps » à l'encre noire. Nolan l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de photos,
que des garçons, certains plus âgés, d'autres plus jeunes, certains souriants, d'autres flots ou toujours trois à la fois, mais jamais face à l'objectif. La voix de Laura se brisa, ce sont eux? Elena s'avança et prit une photo, trois garçons assis en cercle, dos à l'objectif, dessinant quelque chose dans la terre. Je connais ses épaules, murmura-t-elle, même en noir et blanc. Nolan prit la boîte et commença à tout photographier. Ils fouillèrent chaque recoin de la caravane, placard, tiroir, le vieux garde-manger. Rien d'autre. Sauf l'arrière-salle. C'était autrefois une buanderie, le sol avait été refait en contreplaqué, et une seule ampoule nue pendait au plafond. Quelque chose clochait. Il y a quelque chose sous nous, dit Elena. Laura braqua sa lampe torche sur le sol. Une légère couture traversait le contreplaqué aux bords coupés, sans signe de vieillissement naturel, comme s'il avait été ouvert ou caché auparavant. Ils trouvèrent un pied de biche dans la remise à outils, à l'extérieur. Le contreplaqué se souleva péniblement, révélant un espace creux sous le plancher au peu profond, environ 1 mètre tapissé d'isolant et de vieux tissus. Au centre se trouvait une boîte métallique verrouillée. Nolan le retira lentement. Le cadenas était rouillé, mais il se brisa brutalement. À l'intérieur se trouvaient 2 journaux intimes attachés avec de la ficelle, un dessin d'enfant représentant 3 bonhommes allumettes et un chien, l'un avec des croix sur les yeux et une enveloppe étiquetée « Cortez Boys ». Elena l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient 3 petits bracelets faits de perles en plastique délavé ou du genre qu'on trouve dans les magasins à $1 chacun, portant un nom écrit en lettres maladroites, Daniel, Ivan, Miguel. Elena tomba à genoux. Ils ont gardé leur nom, murmura-t-elle. Cette nuit-là, Nolan lut les journaux. Ils n'étaient pas écrits par Bernardo Hinojosa, mais par Raúl Moreno. La première entrée était datée du 22 septembre 1989, 2 semaines après la disparition des garçons. Ils s'installent, encore effrayés, surtout le plus jeune, Miguel. Il se cache quand j'entre dans la pièce. Bernardo dit que ça passera, que les enfants ont besoin d'encadrement. Daniel demande sa mère le soir. D'autres entrées décrivaient une routine stricte, repas, lecture, prière, temps passé en plein air, récompenses et punitions, dessins comme thérapie, jeux en plein air uniquement supervisés. Aujourd'hui, Ivan a couru vers la clôture. Bernardo l'a giflé. Je lui ai dit que c'était trop dur. Il a dit qu'ils avaient besoin de la peur pour rester fidèles. La dernière entrée date du 19 juillet 1990. Le plus jeune est parti. Bernardo l'a enterré sous le hangar. Je voulais partir. Bernardo a dit que ce serait ma faute si les autres étaient enlevés. Il a dit qu'ils étaient à lui maintenant. Nolan cessa de lire. Personne ne parla. Elena resta assise à la table, regardant par la fenêtre, des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Au matin, Nolan appela le bureau du shérif. Les fouilles de la caravane commencèrent quelques heures plus tard. Sous le hangar, ils découvrirent une fosse peu profonde, à l'intérieur se trouvaient les restes d'un enfant, un garçon, âgé de 8 ans environ. Des tests ADN confirmeraient qu'il s'agissait de Miguel Cortés, mais Elena le savait déjà. Daniel et Ivan, cependant, étaient introuvables. Elena se tenait au bord de la tombe peu profonde, longtemps après que l'équipe médico-légale l'eût recouverte. Le soleil brûlant de l'Arizona la pesait, mais elle ne bougeait pas. Sa main reposait sur sa poitrine, son cœur battant à tout rompre. Elle ne pleurait pas maintenant, pas encore. Elle avait tant pleuré au fil des ans que le chagrin était devenu un organe, quelque chose qui vivait en elle, bourdonnant toujours doucement en arrière-plan. Maintenant, il hurlait. Miguel? Il était le plus petit, le plus gentil. Il marchait sur la pointe des pieds dans la maison tôt le matin pour ne pas réveiller ses frères. Il chuchotait des histoires à son chien en peluche qu'il appelait Capitaine Barclay et le bordait dans son lit comme s'il avait besoin de protection. Il n'avait pas réussi à le protéger ou peut-être, pensa amèrement Elena, non. De retour au motel, les journaux étaient étalés sur le lit, ouverts sur des passages. Nolan et Laura continuaient de les relire.
Les pages étaient gondolées par des années de chaleur et de négligence, mais l'écriture de Moreno était nette, presque obsessionnelle. Ses pensées allaient du fragmentaire à la réflexion, en passant par une clinique glaçante. Il me voit comme leur assistante. J'apporte à manger, j'explique les règles, mais Bernardo est la voix à laquelle ils obéissent. Il les appelle les frères au plus jamais par leur nom, dit que les noms appartiennent au passé. Il les sépare désormais, dit-il, pour les rendre moins enclins à comploter. Laura tourna une page, ses doigts tremblant légèrement. Miguel ne mange pas sans ma présence. Il pleure sans un bruit. Je crois qu'il sait que ça va arriver. Ivan a essayé de se défendre hier, il a lancé un jouet à Bernardo et a dit « Tu n'es pas mon père ». Bernardo l'a enfermé dans la pièce sombre pendant 12 heures. Quelques entrées plus tard, le ton a changé. Ils sont plus grands maintenant. Daniel parle par énigme. Ivan me fixe comme s'il savait quelque chose que j'ignore. Il n'appelle pas à l'aide. Ils ne l'ont pas fait depuis des semaines. Le silence est pire que les cris. Ce soir-là, l'inspecteur Nolan a rencontré les autorités locales. Les analyses dentaires et ADN ont confirmé que les restes retrouvés sous le hangar correspondaient à ceux de Miguel Cortés. Le bureau du shérif a ouvert une enquête multi-États sur Daniel et Ivan, supposant qu'ils étaient peut-être encore en vie ou qu'ils avaient été déplacés avant la mort de Miguel. Elena était assise dans le couloir du motel, devant la salle de réunion, les mains jointes sur ses genoux. Son corps tremblait, mais son visage restait calme. Il savait qu'il était parti, murmura-t-elle lorsque Nolan revint. Daniel et Ivan, combien de temps ont-ils vécu avec ça? On ne sait pas, dit Nolan doucement. Mais les journaux se terminent en 1990. La dernière entrée implique que Miguel est mort à cette date, cela signifie que les deux autres ont vécu près d'un an après l'enlèvement et après. Laura demanda depuis l'embrasure de la porte. Nolan hésita. Aucune trace, ni en Arizona, ni au Texas. Rien. Elena secoua la tête. Ils sont là. Je le sens. Plus tard dans la soirée, Elena se retrouva assise seule avec le deuxième journal, feuilletant les dernières pages. Une entrée avait été griffonnée avec une telle pression que l'encre avait traversé la page. Il les a emmenés quelque part, a dit qu'il devait tout recommencer. Il a dit que le désert était trop exposé. Il ne me faisait pas confiance pour le suivre. Il a pris la Cadillac. Son souffle s'arrêta. Elle retourna aux photos, la même Cadillac rouge que celle de 1989, où les garçons étaient devant la maison de Haye, la même marque et le même modèle qui se trouvait maintenant dans une grange de la province de Robledo, à l'intérieur de la propriété clôturée. Elena n'avait jamais été autorisée à y entrer. Au matin, Nolan avait confirmé la présence du véhicule. Oui, dit-elle. La voiture est toujours immatriculée au nom de la succession de Bernardo Hinojosa, a ajouté Nolan. Elle n'a jamais été saisie, juste laissée dans un hangar à côté de la maison principale. Pouvons-nous le fouiller, demanda Elena. On l'a déjà fait quand on a rouvert le dossier, dit Nolan. Du moins, le garage. Pas la grange, on n'avait aucune raison de forcer la serrure. Tu le sais maintenant, dit Elena, les yeux durs. Ils retournèrent Caldel Olmo Seco 2 jours plus tard. Elena se tenait dans son jardin, l'enveloppe contenant les bracelets serrés à la main. Elle n'avait pas mis les pieds dans le jardin de la maison de Haye depuis la disparition des garçons pas vraiment. Elle et Nolan, rejoints par les autorités locales, entrèrent ensemble dans la grange. Des grains de poussière flottaient dans l'air comme des lanternes fantômes. La Cadillac Eldorado rouge trônait au centre, recouverte paresseusement d'une bâche décolorée mais intacte. Nolan s'approcha lentement, lampe torche à la main. Le coffre avait été ouvert des années auparavant, mais personne n'avait regardé sous la doublure. Benjamin, debout à proximité, un pied de biche à la main, s'avança au signal de Nolan. Il remonta la doublure. Un craquement, puis le silence. Puis le choc du bois contre le métal. À l'intérieur d'un compartiment caché se trouvaient 3 cartes d'identité scolaire, partiellement brûlées mais lisibles, Daniel Cortés, Ivan Cortés, Miguel Cortés.
Sous celle-ci, une petite photo déchirée de deux garçons peut-être âgés de 11 ans debout sur une plage, l'un avec un chien, l'autre tenant un livre. Elena halta. C'est eux, murmura-t-elle. La photo a été numérisée et retouchée numériquement. Un logo sur le t-shirt d'un garçon a permis de remonter jusqu'à une ferme privée et un programme d'aide aux jeunes, créé en 1992 dans une zone rurale du Texas sous un nouveau nom d'association à but non lucratif. Le fondateur, Julian Ferré, était un enseignant à la retraite et ancien collègue de Bernardo Hinojosa à l'école primaire d'Oak, son nom n'avait jamais été mentionné auparavant. Elena sentit ses genoux fléchir en l'entendant. « Je me souviens de lui, dit-elle. Il enseignait les sciences. Mes garçons l'adoraient. » Nolan a lu le rapport à haute voix. Julian Ferré a démissionné soudainement en 1990, a demandé une retraite anticipée, sans transfert de pension et sans adresse de réexpédition. La voix de Laura était basse. « Tu penses qu'il les a pris ?» Le visage de Nolan était sombre. « Je crois que Bernardo les a donnés à quelqu'un en qui il avait confiance. » Les yeux d'Elena brûlaient. Alors il est temps de le retrouver. L'association existe toujours, le site web est minimaliste, presque rustique. Décrit une communauté agricole basée sur la foi qui se consacre à aider les jeunes à risque à trouver un but grâce à la structure et aux soins. Elle s'appelait Julian S. Haven for Hope, pas de numéro de téléphone, juste une adresse et un lien de don. Hélène fixait la photo de la page d'accueil, des garçons souriant en salopette pelletés de la terre, un homme en arrière-plan, grand, aux cheveux argentés, affichant un léger sourire. « On peut y aller ?» demanda-t-elle à Nolan. « On peut y aller, » dit Nolan, « mais on n'y va pas seul. » Le soleil était bas sur les plaines du Texas tandis qu'Elena, Laura et l'inspecteur Nolan approchaient de l'allée de gravier marquée d'un panneau en bois délavé, le havre d'espoir d'Howard, fondé en 1992, planter des racines, faire grandir des vies. Les lettres avaient été fraîchement repeintes. Le portail, en revanche, était en fer forgé au pourri et manuel et il grinça lorsque Nolan l'ouvrit. Le pouls d'Elena s'accéléra tandis que la voiture avançait. Benjamin était resté à Rosewood, trop secoué pour affronter ce qui pourrait arriver ensuite, mais Elena avait besoin d'être ici. Ses fils auraient pu parcourir ce même chemin, auraient pu vivre dans l'un des bâtiments qui se découpaient maintenant sur l'horizon poussiéreux. Ils passèrent devant un pâturage où des garçons, des adolescents pour la plupart, labouraient la terre en longues rangées. De loin, cela semblait sain, simple, mais Elena avait vécu assez longtemps pour savoir que même le silence pouvait porter un masque. Nolan se gara près du bâtiment principal, une ferme à 2 étages aux rideaux délavés par le soleil et aux plantes en pot sur le porche. Une femme les accueillit à la porte, un bloc-notes à la main. « Bienvenue au Havre de Paix. Je suis sœur Mara. » Elle avait la soixantaine, les cheveux blancs courts sous un chapeau de paille, sa voix était douce mais ferme. « Êtes-vous ici pour une visite, ou sommes-nous ici pour parler à Monsieur Ferré ?» demanda Nolan en montrant son badge. « Est-il sur place ?» Le sourire de sœur Mara s'estompa. « Je crois que oui. Il était dans la serre tout à l'heure, mais il est peut-être rentré chez lui. » Nolan hocha la tête. « Veuillez lui faire savoir que la police de la province de Robledo a rouvert une enquête pour disparition et que nous avons des raisons de penser que cette propriété est concernée. » La femme pâlit. « Je vais le retrouver. » La serre était chaude et parfumée, imprégnée du parfum de la terre humide et de la mélisse. Elena y entra seule, son regard balayant les semis, les pots suspendus et les panneaux peints à la main par les enfants. Au fond, elle vit un homme penché sur un plateau de pousses de tomates, fredonnant un air sans mélodie mais doux. Il leva les yeux, cheveux argentés, visage ridé, un sourire doux, prudent mais pas hostile. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il. Elena ne répondit pas tout de suite, sa gorge était serrée. Il plissa les yeux. « Je vous connais ?» Elle s'avança. « Vous avez enseigné à mes fils à l'école primaire d'Oak. » Il cligna des yeux, sa main resta immobile dans la terre. « Daniel, Ivan et Miguel Cortés, dit-elle. Ils ont disparu en 1989. » Un long silence. « Je me souviens d'eux, dit-il doucement. Des garçons intelligents, gentils,
toujours ensemble. Elena observa son visage. Que leur est-il arrivé? Il baissa les yeux vers les jeunes plants. Je ne sais pas, elle fit un pas en avant. Mais Vern et Hay te les ont donnés. Il ne dit rien. Puis ils étaient effrayés à leur arrivée, désorientés, dit Elena. Leurs parents les avaient abandonnés, ils avaient besoin d'être encadrés. On les leur a volés, ajouta-t-elle, et tu le savais. Sa voix se réduisit à un murmure. Je n'ai pas posé de questions. Je me suis dit que j'aidais. Où sont-ils maintenant? Demanda-t-elle. Où sont mes fils? Julien leva les yeux vers elle et, pour la première fois, sa voix se brisa. Je peux t'emmener voir l'un d'eux. Ils le suivirent en silence jusqu'à une maison plus petite derrière la serre, plus intime et bien entretenue. Des carillons éoliens tintinabulèrent dans l'embrasure de la porte. À l'intérieur se trouvait un homme d'une trentaine d'années, cheveux noirs bouclés, peau brune et chaude, silhouette musclée. Il se tenait au-dessus d'un poêle, remuant quelque chose dans une casserole. Lorsqu'il se retourna, les genoux d'Elena fléchirent, ses yeux, son sourire, c'était Daniel. Il ressemblait exactement à son mari, exactement comme lui à 7 ans, mais adulte. « Maman » murmura-t-il. Elena s'avança en tremblant. « Dani ?» Il regarda Julien, puis la regarda de nouveau. « Je ne me souviens pas, dit-il. On m'a dit que tu étais mort, que tu étais en prison. » Elena s'étrangla dans un sanglot. Nolan se dirigea discrètement vers la porte, leur laissant de l'espace. Laura posa une main sur l'épaule de Julien. « Tu les as accueillis, dit-elle, mais tu ne leur as jamais dit la vérité. » Je ne savais pas comment, murmura Julien, et puis trop de temps s'était écoulé. Daniel, qui s'appelait Ferdinand, s'assit avec eux sous l'auvent du porche. Il leur expliqua tout. Je me souviens de la maison, dit-il, Brokenhelm et Brutus, mais je pensais que c'était un rêve. On nous a dit que nous étions des immigrants, que nous avions été sauvés. Elena hocha lentement la tête. Après Miguel, s'interrompit-il, la gorge serrée, nous avons quitté la caravane de Bernardo et sommes venus ici, demanda doucement Nolan, tu sais où est Ivan? Daniel hocha la tête. Il est toujours sur la propriété. Nous travaillons sur différents aspects du programme. Mais il y a plus, hésita-t-il, il y a un troisième frère, Marco. Elena fronça les sourcils. Marco? Nous étions triplés, mais on nous a dit qu'il était l'un des nôtres, que c'était notre frère. Je n'ai pas posé de questions. Il nous ressemble. Nolan se leva brusquement. Combien de jeunes hommes ici vous ressemblent? Répondit doucement Daniel, 3. En moins d'une heure, Nolan et les forces de l'ordre local avaient arrêté Julien Ferré et bouclé la propriété. Ivan, surnommé Diego, fut retrouvé dans le bureau principal. Il se figea en voyant Elena, mais s'effondra dans ses bras dès qu'elle prononça son nom. « Je me souviens de ta voix » murmura-t-il. Ils trouvèrent Marco dans une cabane privée à proximité, surveillant un groupe de jeunes garçons dans le jardin. Il était confus, désorienté, mais il ressemblait aux autres. Elena le reconnut instantanément, les yeux plus petits de Miguel, les fossettes de Daniel, le regard d'Ivan. « Gabriel, dit-elle. Ton vrai nom est Gabriel. » Dans la grange, ils trouvèrent la Cadillac, toujours garée, toujours propre. Dans la boîte à gants se trouvaient 3 faux certificats de naissance, un carnet et une photo qu'Elena n'avait jamais vue auparavant, les triplés, pas plus de 10 ans, assis au bord d'une rivière, des cannes à pêche à la main. Pas de sourire, juste des regards, creux et immobiles. Ils avaient disparu du monde, mais maintenant ils étaient retrouvés. Elena observait les 3 jeunes hommes depuis la fenêtre du motel, Daniel, Ivan et Gabriel. Ils étaient assis sur un banc en silence, épaule contre épaule, sirotant des canettes de soda au distributeur. Personne ne parlait. De temps en temps, l'un d'eux jetait un coup d'œil aux autres, mais ils ne se regardaient pas longtemps. C'était comme si un fil invisible les reliait ensemble, mais tant de temps s'était écoulé qu'aucun d'eux ne savait comment le retenir. Elle posa sa paume sur la fenêtre. Elle ne pleura pas, pas encore.
L'inspecteur Nolan informa Elena et Laura ce matin-là. Julien Ferré est en garde à vue. Il a avoué héberger les garçons depuis 1990. Il affirme que Bernardo Hinojosa les lui a amenés après un incident à la caravane. Il a dit qu'il essayait de les sauver. Laura ricana. Il a inventé un mensonge autour d'eux. Plus encore, dit Nolan d'un ton sombre, il a reconstitué leurs identités. Les 3 garçons avaient reçu de faux certificats de naissance sous des noms différents, Ferdinand, Diego et Gabriel. Daniel avait le plus ancien pseudonyme. Le remplaçant de Miguel, Gabriel, avait été adopté par un autre enfant placé en famille d'accueil que Bernardo avait brièvement recueilli avant sa mort. Il n'y avait aucune trace légale de l'enfant après 1991. La voix d'Elena se brisa. Alors ils ont remplacé mon fils? Nolan hocha la tête. Il semble que Gabriel était trop jeune pour se souvenir de grand-chose, mais il a grandi avec les autres. Il ne sait plus qui il est ni qui il n'est pas. Une équipe médico-légale est retournée à la vieille caravane en Arizona. La découverte de la tombe de Miguel a conduit à des fouilles plus vastes dans la zone, échantillons de sol, restes partiels, ossements depuis longtemps décomposés. À la fin de la semaine, ils avaient récupéré des objets appartenant clairement à d'autres enfants, un bracelet en lacet, une figurine fondue, une petite veste en jean avec le nom Nicolas Laslas brodé sur l'étiquette. Cela va plus loin que vos garçons, a dit Nolan à Elena. Nous pensons qu'il y en avait d'autres, non pas pris ensemble, mais cachés de la même manière, abandonnés, échangés, réécrits. Elena s'est adossée à sa chaise. Combien? Nous ne le savons pas encore, a-t-il dit. Elena retrouva Gabriel seul le lendemain matin. Ils s'assirent dans un parc près du motel, sous un pacanier. Elle lui apporta une limonade, il en but à peine une gorgée. Je ne sais pas ce que tu veux de moi, dit-il doucement. Elena le regarda d'une voix calme. Je ne veux rien que tu ne veuilles me donner. Il fixa l'herbe. Ils disent que je ne suis pas Miguel, mais je leur ressemble. J'ai l'impression d'appartenir à eux. N'est-ce pas vrai? Elle fouilla dans son sac et en sortit les 3 bracelets. Elle les déposa délicatement sur le banc entre eux. C'étaient les leurs, dit-elle. Je les ai trouvés dans une boîte cachée sous le plancher, dans une pièce dont personne ne soupçonnait l'existence. Gabriel baissa les yeux vers les bracelets. Petit, coloré, innocent. J'en portais un comme ça, dit-il. Il était écrit Gab. Elena hocha la tête. C'est ton nom maintenant, mais pas toujours. Il resta silencieux un long moment, puis demanda, je peux les garder? Elle hocha la tête. Gardez les 3. Ce soir-là, Daniel était assis avec Laura dans le hall du motel. C'était lui qui avait demandé à la voir, pas sa mère pas encore. Il faut que je comprenne quelque chose, dit-il. Étions-nous célèbres? Laura hésita. On se souvenait de toi. Ce n'est pas le même numéro, mais vos visages étaient sur des papiers sur des cartons de lait pendant des années. Daniel expira. Personne ne nous a jamais retrouvés. On vous a soigneusement cachés. On vous a donné de nouveaux noms, de nouvelles dates de naissance, de nouveaux parents ou des gens qui vous ont enfouis dans une nouvelle histoire. Daniel leva les yeux. Alors, qui suis-je maintenant? Elena donna la seule réponse qui lui parut honnête. Qui veux-tu être? Il y réfléchit longuement, puis dit, Daniel. Ivan trouva Elena dans la cour du motel. Elle arrosait une jardinière remplie de fleurs fanées ou une vieille habitude. Je me souviens de ton rire, dit-il. Il faisait trembler la cuisine. Elena se retourna lentement. Et je me souviens du tien, dit-elle. Il venait toujours après celui de Daniel, comme un écho. Il hocha la tête. Je ne t'ai pas oublié. Je n'ai jamais cessé de te chercher. Ils restèrent silencieux, sans plus. Elle lui tendit l'arrosoir, il le prit. Gabriel a subi un test ADN volontaire. Les résultats sont tombés, aucun lien biologique avec la famille Cortés. La nouvelle l'a profondément affecté.
Je ne sais plus qui je suis, murmura-t-il à Nolan. J'étais Miguel. Maintenant, je ne suis plus personne. Elena intervint discrètement. Pas de numéro. Tu étais aimé par Daniel et Ivan. Tu as été élevé comme un frère. Cela fait de toi le mien dans tous les domaines. Il a pleuré pour la première fois. Elle ne l'a pas arrêté. L'équipe médico-légale a publié son rapport complet sur les activités de Bernardo Hale et Julian Ferré, au moins 5 restes d'enfants non identifiés répartis sur 2 sites, un réseau documenté de faux documents et de relocalisation s'étendant peut-être à d'autres États. Les journaux de Moreno ont confirmé au moins 3 autres transferts dont l'identité n'a jamais été révélée. Ferré a plaidé coupable de complot, de détention illégale de mineurs et d'entrave à la justice. Il mourrait probablement en prison. Elena n'a pas assisté à la sentence. Qu'il s'éteigne, a-t-elle dit. Qu'il pourrisse, sans nom. Un mois plus tard, Daniel, Ivan et Gabriel emménagèrent dans une maison louée près de Rosewood. Ensemble, ils ne parlaient pas beaucoup du passé ou pas encore. Mais Elena leur rendait visite tous les dimanches. Elle apportait de la nourriture, parfois des photos, parfois seulement du silence. Tout était accepté. Gabriel a recommencé à utiliser son nom de naissance, Nicolas Laslasla. Nolan a retrouvé un certificat de naissance perdu depuis longtemps, enfoui dans le système de placement familial du Texas. Il avait été brièvement placé chez Bernardo Hale alors qu'il était tout petit, puis avait disparu. Il était à nouveau réel. Elena se tenait de nouveau dans son jardin, creusant la terre de ses mains gantées. Elle planta des lys 3 pour Daniel, pour Ivan, pour Miguel. Nicolas Laslasla se tenait à côté d'elle, l'arrosoir à la main. « Je pense que je veux être enseignant », a-t-il déclaré. Elle leva les yeux, surprise. Il sourit. « Je veux aider les enfants à se sentir en sécurité, comme jamais auparavant. » Elena hocha la tête. Ce serait la meilleure chose à faire. Ensemble, elles arrosèrent les racines. La dernière fois qu'Elena avait pris l'avion, c'était pour des funérailles. Cette fois, l'avion s'éleva dans un ciel doré tandis qu'elle était assise entre Laura et l'inspecteur Nolan, les mains serrées autour d'un gobelet d'eau en carton, les doigts légèrement tremblants. Il n'était pas encore de retour à Rosewood. L'Arizona détenait encore un nom, un fil conducteur et Nolan refusait de le laisser en suspens, Raúl Moreno. Bien que Julian Ferré ait pleinement coopéré en échange d'une peine plus légère, il n'avait avoué que de vagues détails sur les derniers faits et gestes de Moreno. Moreno est parti après la mort de Bernardo, emmenant avec lui un garçon le plus discret. J'ai supposé que c'était Daniel, mais je ne l'ai jamais revu. Les archives remontaient jusqu'à une boîte postale du nord de l'Arizona. Pendant longtemps, l'affaire est restée lettre morte, jusqu'à ce qu'une récente transaction immobilière refait surface sous l'un des anciens pseudonymes de Moreno, Harold Moss, une propriété de 8 hectares à l'extérieur d'une ville fantôme appelée Bitter Ridge. Isolée, non enregistrée, clôturée. Nolan l'appelait « la dernière ombre connue ». Ils traversèrent des autoroutes désertes et des formations rocheuses blanchies par le soleil. Plus ils avançaient, moins le GPS pouvait les aider. Le réseau cellulaire était coupé. La route se rétrécissait en terre battue. C'est peut-être juste une vieille cabane, dit Laura depuis le siège passager. Une piste morte. Elena ne dit rien. Son regard resta fixé sur l'horizon. Lorsqu'ils arrivèrent au complexe, la nuit était presque tombée. Il semblait intact, le temps l'avait abandonné. Une caravane rouillée, une petite grange, une antenne parabolique suspendue à un fil, et un homme assis sur le porche, les jambes allongées, les mains posées sur les genoux. Il se leva à l'approche de la voiture. Mince, la barbe grise, les yeux comme des billes d'acier. Nolan sortit le premier. Raúl Moreno? L'homme ne broncha pas, ça dépend à qui demande. Je suis l'inspectrice Sarah Nolan. Voici Elena Cortés. Il regarda Elena, la mâchoire crispée. Cortés, dit-il doucement. Elena s'avança. Tu connaissais mes fils. Il ne l'a pas nié.
Je connaissais beaucoup de garçons, a-t-il dit. Certains parlaient plus fort que d'autres. Ils étaient assis autour d'une table en bois abîmée, à l'intérieur de la caravane. L'air sentait la poussière, le tabac et le vieux métal. Un ventilateur oscillait dans un coin, mais ne parvenait pas à lutter contre la chaleur. Je ne leur ai pas fait de mal, dit Moreno d'un ton neutre. C'était ils. Je les ai juste maintenus en vie. Les mains d'Elena se crispèrent. Tu les as kidnappés. Je les ai protégés d'un sort pire. Tu les as cachés à leur mère. Il la regarda. Et qu'aurais-tu fait si tu avais su la vérité? Comment le monde aurait-il traité 3 garçons qui avaient oublié comment parler, qui ne connaissaient plus leur nom de famille? La voix d'Elena ne s'éleva pas, j'aurais essayé, dit-elle. Je les aurais adorés. Moreno détourna le regard. Nolan a fait glisser une photo sur la table, une image fixe de la résidence des jeunes, montrant Daniel et Ivan assis côte à côte. Celui-là, dit-elle. Tu l'as pris, tu as pris Ivan. Les lèvres de Moreno tressaillirent. Il n'arrêtait pas de crier, dit-il. Même après la mort de Miguel, et il m'a dit de le faire taire. Mais j'ai couru. Je l'ai pris. J'ai essayé de lui donner une nouvelle vie. Tu lui as menti, dit Elena. Moreno se tourna vers elle. Et pourtant, il est vivant. Dans la grange, ils trouvèrent des documents, noms, dates, faux documents. Mais surtout, ils découvrirent une boîte de dessins, des rouleaux de crayons sur papier vieilli, un chien, une maison, un garçon avec un ballon, tous signés, Cortés, 9 ans. Elena les pressa contre sa poitrine comme des écritures. Pourquoi les garder, demanda Laura à Moreno plus tard. Il fallait que je me souvienne de quelque chose, dit-il. Tout ce que j'ai fait n'était pas mal. Nolan se leva. Vous allez être inculpé, dit-elle. Complicité d'enlèvement, séquestration, obstruction. Moreno hocha la tête. Je m'en doutais. Pourquoi n'as-tu pas couru, demanda-t-elle. Il regarda par la fenêtre. Je l'ai déjà fait, il y a 30 ans. Depuis, j'attends qu'on frappe à la porte. Elena retourna au motel avec Nolan et Laura. Elle étala les dessins sur le lit. Ivan arriva peu après, il avait insisté pour venir, voulant voir par lui-même ce que Moreno avait gardé. Il entra dans la chambre, vit les dessins et se figea, la main portée à sa bouche. C'est moi qui les ai faits, murmura-t-il. Je me souviens du chien. Je l'ai appelé Spané. Elena lui prit la main. Tu n'as jamais été oublié, dit-elle. Même pas par ceux qui ne méritaient pas de se souvenir de toi. Ivan la prit dans ses bras. Cette fois, elle laissa couler ses larmes. Le lendemain matin, tous les 4 étaient assis devant le motel, sirotant un mauvais café en regardant le lever du soleil. Nolan prit la parole le premier. Il y a une autre tombe près de la caravane. Les os sont encore en cours d'analyse. Elena ne broncha pas, je suis préparé à ce qui nous attend. Je sais qui j'ai maintenant, ajouta doucement Laura. Et tu n'es plus seul dans cette situation. Nicolas Laslasla arriva 1 heure plus tard, après avoir conduit toute la nuit depuis Rosewood, tout comme Daniel. Les triplés, bien que différents désormais, étaient assis ensemble pour la première fois, pleinement conscients de qui ils étaient et de qui ils n'étaient pas. Je ne me souviens pas de tout, dit Daniel. Tu n'es pas obligé, répondit Elena. Ce qui compte, c'est que tu sois là. Le jardin de la cale del Olmo Seco reprenait vie. Elena était agenouillée dans la terre tandis que l'aube illuminait la pelouse. Les lys qu'elle avait plantés des semaines plus tôt commençaient à fleurir, leurs pétales blancs émergeaient de la terre meuble comme de délicates trompettes. Entre eux, elle avait ajouté des violettes pour le courage et de la lavande pour la mémoire. La maison d'en face, la maison des Ramirez, n'avait plus de secret. Les murs scellés avaient disparu, les reliques cachées emportées. Le garage avait été rénové et ouvert à la lumière pour la première fois depuis des décennies. Mais c'était la maison d'Elena qui portait désormais la véritable histoire, non pas celle de l'horreur, mais celle du retour. À l'intérieur,
3 chaises attendaient à la table du petit déjeuner. Daniel fut le premier à arriver. Il frappa une fois, puis entra où ce qu'Helena avait insisté. Son regard était clair aujourd'hui, sa posture, plus ferme. « Bonjour », dit-il en posant un sac de courses sur le comptoir. « J'ai apporté le bon café. » Helena sourit. « Il ne t'a fallu que 35 ans pour connaître mon goût. » Ivan arriva ensuite, se frottant les yeux pour se débarrasser du sommeil. Il portait un sweat à capuche dont les manches étaient remontées jusqu'au coude, une habitude qu'il avait depuis l'enfance. Helena le voyait encore ramper sous la table de la cuisine, enfant, à la recherche de miettes de biscuits. Nicolas Laslasla le suivit tranquillement, toujours à voix basse, toujours incertain, mais apprenant peu à peu qu'il n'avait pas besoin d'un passé pour gagner un avenir. Helena servit du café. Ils s'assirent. Personne ne parla immédiatement, non pas par gêne, mais parce que le silence ne signifiait plus perte, il signifiait présence. Cet après-midi-là, tous les 4 se rendirent au cimetière près de Rosewood. Une nouvelle pierre tombale avait été placée à côté de la tombe du défunt mari d'Helena. Miguel Cortés. 1981-1990. Notre lumière silencieuse, toujours brillante. Daniel s'agenouilla à côté, une main sur la pierre. « Il n'a pas grandi, dit-il. »« Non, » répondit Helena. « Mais il a veillé à ce que tu le fasses. » Ivan déposa un dessin plié près de la tombe, un des croquis au crayon récupérés dans la caravane de Moreno. Il représentait 3 garçons et un chien sous un soleil tordu. L'un d'eux avait des ailes. « Il a toujours été avec nous, » murmura Ivan. Nicolas Laslasla prit une fleur du bouquet et la glissa derrière la pierre. Personne ne pleura. Ils restèrent simplement là, se souvenant. Plus tard, de retour chez Helena, Laura les rejoignit pour le dîner. La table était pleine, poulet rôti, pain de maïs, salade, crumble aux pêches, Helena insista pour tout préparer elle-même. « Je ne sais pas quoi dire », admit Daniel alors qu'ils étaient assis. « Dis-moi que tu reviendras dimanche prochain, » dit Helena. Ivan eut un sourire narquois. Elle est sérieuse. Elle a déjà prévu le menu. Les rires ont fleuri. Même Nicolas Laslasla sourit. Plus tard, après le dîner, ils s'assirent sur la véranda, Helena dans son fauteuil à bascule, les garçons côte à côte sur les marches. Le bourdonnement des cigales, le ciel s'étendait à perte de vue. « Il y a quelque chose de spécial dans cette maison », a déclaré Nicolas Laslasla. « Même si ce n'est pas là que nous avons vécu, on s'y sent comme chez nous. » Helena les regarda tous. « C'est parce que vous êtes enfin là. » Avant de se coucher, Helena sortit une dernière fois dans le jardin. Elle s'agenouilla et toucha la terre sous les lys, elle était chaude, vivante. Elle sortit 3 pierres lisses de sa poche et en plaça une au pied de chaque fleur, Daniel, Ivan, Miguel. Elle marqua une pause, puis ajouta une 4e, Nicolas Laslasla. La nuit était silencieuse autour d'elle, mais dans sa poitrine quelque chose s'épanouissait, pas de chagrin, pas de douleur, mais de paix, une force tranquille qui avait attendu 35 ans pour revenir. Helena Cortés n'avait pas mis les pieds dans la rue del Olmo Seco depuis 34 ans, pas depuis le jour où ses 3 fils, des triplés de 8 ans, avaient disparu quelque part entre l'arrêt de bus scolaire et le trottoir fissuré devant leur maison. Pas depuis que la ville s'était tue autour d'elle, évitant tout contact visuel et les questions sans réponse. Pas depuis que les prières s'étaient taries et que les ragoûts avaient cessé d'arriver. Année après année, elle se répétait que si la vérité était enfouie quelque part, elle l'était profondément. Mais lorsqu'un jeune couple en train de rénover une maison à 2 pas de chez elle découvrit une boîte à lunch rouge rouillée avec le nom « Ivan » gravé sur le couvercle, le temps s'écroula comme un rideau qui se referme. Soudain, elle n'était plus une mère en deuil, elle était un témoin, et quelqu'un, quelque part, avait toujours su la vérité.